L'équipe de France lance son tournoi ce soir contre le Sénégal dans ce choc, le plus attendu de cette Coupe du Monde 2026. On en parle, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo du jour, le récap du jour, mais surtout la preview de France-Sénégal. Premier match de l'équipe de France de la bande à Dédé, la dernière Coupe du Monde, le dernier tournoi de Didier Deschamps avec l'équipe de France, c'est ce soir, ça débute ce soir au MetLife Stadium de New York, 21h heure française contre le Sénégal, le finaliste champion, pas champion d'Afrique. C'est au bon vouloir du TAS et ça, ce sera pour plus tard, ce sera une décision tranchée après la Coupe du Monde. On fait évidemment cette petite preview rapidos avant ce match de 21h. Il y aura d'autres matchs également à suivre dans la journée, dans la nuit suivante. Il y a un bon programme pour la suite. Et on va revenir également sur les matchs de la veille. Il y a 4 matchs. Espagne, Cap-Vert, Belgique, Égypte, Arabie Saoudite, Uruguay et Iran, Nouvelle-Zélande. Donc ça fait un beau programme. Pour ce récap du jour, si vous appréciez, vous pouvez toujours vous abonner. Et on va mettre le bon truc. Hop. Voilà, c'est pas le bon truc qui est affiché. Tout va bien, c'est super. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce qu'on fait. Nous soutenir et commenter pour votre prono France-Sénégal. Ça, c'est le choc le plus attendu de cette Coupe du Monde. On va débuter directement par cette preview de ce match-là. Des moyennes d'âge assez équivalentes, 27 ans de moyenne d'âge pour cet effectif français sur cette Coupe du Monde, 27,1 ans de moyenne d'âge pour les joueurs sénégalais. Voilà, un seul match évidemment en confrontation directe en compétition internationale entre ces deux nations, c'est évidemment ce premier match de la phase de groupe de Coupe du Monde 2002, évidemment qui a marqué les esprits, la victoire sénégalaise sur ce but de Papa Bouba Diop, évidemment 1-0, cette Coupe du Monde désastreuse pour le 15 de France, non, pour l'équipe de France de football, défaite et éliminée en phase de groupe alors qu'ils étaient champions du monde et champions d'Europe en titre. Vous connaissez la musique. La dernière de Didier Deschamps, voilà. Après 14 ans sur le banc des Bleus, Dédé lancera son dernier tournoi international, sa dernière balade avant de quitter l'équipe de France, lui qui n'a jamais perdu un match d'ouverture, Coupe du Monde et Euro inclus, 6 matchs, que des... alors je ne sais plus s'il y a que des victoires, mais en tout cas il n'y a aucune défaite. Que ce soit Coupe du Monde 2014, 2018 ou 2022, où voilà, avec les 2 victoires contre l'Australie et la victoire contre l'Honduras à l'époque en 2014, et contre l'Euro, c'est victoire contre la Roumanie, victoire contre l'Allemagne et victoire contre l'Autriche, je crois qu'il y a, qui doit traîner par là. Donc, forcément, ça va être bien sympathique. Donc, il a gagné tous ses matchs d'ouverture. C'est une donnée à ne pas omettre, évidemment. Les compositions, c'est ce qui va nous intéresser. Quelles sont les forces et les faiblesses de ce Sénégal et de cette équipe de France ? On va commencer par le Sénégal. Honneur à cette magnifique sélection sénégalaise qui est la plus belle génération de l'histoire du Sénégal, qui peut être vraiment, et quand on entend les déclarations, que ce soit de Kalidou Koulibaly, le capitaine, que ce soit de Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, on voit que ce Sénégal-là, il a des énormes ambitions pour cette Coupe du Monde, et c'est normal, parce que très honnêtement, quand tu vois cet effectif, quand tu vois la profondeur de cet effectif, la qualité à toutes les lignes, et les talents de ce Sénégal, de ces Lions de la Teranga, ils peuvent être ambitieux. Les Sénégalais peuvent vraiment espérer un beau coup dans cette Coupe du Monde. On sait que le football africain doit encore se faire une place et déjouer certains préjugés auprès de l'opinion internationale. Et bien, c'est l'occasion parfaite parce que ce Sénégal-là, pour cette Coupe du Monde, a juste un effectif exceptionnel. Voilà, on l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique des Nations où ils ont été extrêmement performants avec la manière. Ça regorge de talent et de stars. À commencer par les buts, l'expérimenté Edouard Mendy, forcément, accompagné de Mourinho et de Yvan Diouf, qu'on connaît bien en Ligue 1, les deux autres gardiens. Edouard Mendy également, on connaît très très bien. Vous avez forcément cet axe central où il y a cette Kalidou Koulibaly parce qu'il a été blessé. Il a un petit peu joué sur le dernier match de préparation du Sénégal, une préparation qui n'a pas été optimale pour les Sénégalais. Mais Kalidou Koulibaly postule à une place de titulaire, le capitaine. Cependant, Moussa Niakhaté devrait, donc lui il est sûr d'être sur la feuille de match, devrait être accompagné de Mamadou Sarr. En tout cas, c'est les derniers échos qui ressortent parce que forcément, physiquement, Kalidou Koulibaly n'est peut-être pas prêt pour cette première rencontre à disputer 90 minutes. Et Mamadou Sarr permettrait également à cette équipe sénégalaise, le jeune joueur de Chelsea maintenant, ancien Strasbourgeois, permettrait d'amener de la vitesse. Et face à cette équipe de France-là, avoir un défenseur central qui est capable de compenser par les petites carences peut-être de profondeur dans le dos de la défense sénégalaise, ça peut être un gros point positif pour eux. On l'a vu, il a joué la finale de Cannes. On s'est dit, ok, il est jeune, inexpérimenté et tout. Il a été patron sur la finale de Coupe d'Afrique des Nations au Maroc.
Le contexte n'était pas simple et il a su tirer son épingle du jeu malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup joué en première ligue malheureusement depuis son arrivée à Chelsea. Ça a été en même temps le bourbier de Chelsea. Mais Mamadou Sarr prétend logiquement à cette place de titulaire. La préparation des Sénégalais, elle n'est pas optimum, elle n'est pas optimale plutôt. Défaite contre les États-Unis 3-2, ce match nul contre l'Arabie Saoudite 0-0. Victoire contre la Gambie cependant fin mars pour cette dernière tournée du mois de mars. Après, il ne faut pas oublier que ce n'était pas l'équipe type, c'était une composition un petit peu différente, même dans le schéma et l'animation, c'était légèrement différent. Donc, on ne va pas se baser sur les matchs de préparation pour s'attendre à un résultat. Il y aura les patrons du Sénégal qui n'étaient pas forcément là sur cette période. Hop, je mets à jour mon transfer market parce que j'étais en 2025, c'est mieux d'être en 2026. Tac, voilà pour la préparation des Sénégalais. Vous voyez tous les résultats. Donc, sur cette ces derniers mois avant d'arriver dans cette Coupe du Monde. Mais oui, donc on devrait avoir Mamadou Sarr titulaire à la place de Kalidou Koulibaly. C'est l'info aux côtés de Moussa Niakhaté qui sort d'une saison quand même assez solide avec l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est pour l'arrière central. El Hadji Malick Diouf, ça bouge pas, c'est le titulaire à gauche. Là, il n'y a pas trop de doute. Et Crépin Diatta sera de l'autre côté. Il n'y a pas de souci sur ça. Ce sont les deux latéraux titulaires indéboulonnables de cette équipe sénégalaise. Et forcément, c'est quelque chose qu'on va attendre. Deuxième interrogation, c'est ce milieu de terrain-là. Alors, Idrissa Gueye revient, devrait également postuler à une place de titulaire, lui, l'expérimenté milieu défensif d'Everton, passé par la Ligue 1, on connaît bien. Il devrait être accompagné de Pape Gueye, le joueur de Villarreal, buteur en finale de la CAN. Il ne faut pas oublier en prolongation, très très bon joueur de Villarreal qui a fini sur le podium avec le club espagnol cette saison. Et la dernière place au milieu de terrain, ça devait être un milieu à 3, c'est soit Lamine Camara, soit Habib Diarra, ça sera au bon vouloir de Pape Thiaw. Ce sont deux profils différents. On a un Lamine Camara qui peut-être plus dans la création avec ballon et un Habib Diarra qui peut-être peut amener un peu plus de percussion, donc ça sera au choix de Pape Thiaw. Comment le Sénégal va jouer ce soir? Est-ce qu'ils vont essayer d'avoir le ballon? Est-ce qu'ils vont rester derrière? Est-ce que l'équipe de France va leur laisser le ballon? C'est beaucoup d'interrogations, beaucoup d'attentes autour de tout ça, donc on va pouvoir voir aussi ça devant et sur la ligne offensive. Normalement, on aura un Ismaïla Assar à droite, Sadio Mané à gauche et Nicolas Jackson en pointe. Alors on sait que le Sénégal peut parfois évoluer avec Sadio Mané en neuf et du coup sur le côté gauche peut-être faire rentrer un autre joueur que Nicolas Jackson. Moi je suis pas hyper fan du profil de Nicolas Jackson qui n'a pas fait une grosse saison du côté du Bayern où il avait été prêté. Il était dans la rotation pour suppléer Harry Kane. C'est un joueur qui peut, par ses courses, par sa vivacité, par son explosivité, amener du danger. Mais je trouve qu'il pêche beaucoup dans la finition. Dans le dernier geste. Dans ses déplacements aussi, parfois, c'est un peu brouillon. Donc, on verra ce qui va se passer. Est-ce que Pape Thiaw va aligner? Est-ce qu'il va quand même lui faire confiance? Mais en tout cas, c'est les premiers échos qu'on a de cette composition sénégalaise. Alors que je vais vous afficher tout de suite parce que je l'ai faite sur un papier. Paf, la composition sénégalaise, c'est pas du tout ça que je voulais afficher. Paf, voilà, c'est mieux. Donc, on partirait sur cette compo-là. Donc en 4-3-3, maintenant on va voir comment ça va évoluer, si ça va être cette compo-là qui va être alignée, et on verra. Mais c'est vrai que Sadio Mané, je le préfère peut-être un peu plus axial. Il a tendance à revenir un petit peu axial aussi, hein, Sadio Mané. Il a tendance à pouvoir jouer également dans ces zones, à dédoubler avec Nicolas Jackson. Donc ça peut être aussi un poison pour laisser le champ libre sur le côté gauche à Diouf. Donc on verra ce qui va se passer du côté des Sénégalais ce soir. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une très très belle équipe. C'est peut-être le match d'ouverture le plus compliqué pour l'équipe de France depuis, ça remonte à un paquet d'années, parce que la qualité de cette équipe sénégalaise est quand même impressionnante. Donc on va voir ce qui va se passer. Du côté des Bleus, la composition de départ, c'est selon le journal de l'équipe, on partirait sur ce 4-2-4. Donc en réalité, ça serait un peu plus, allez, comme ça on va dire, peut-être. Allez, 4-2-4. Donc la même composition que contre l'Irlande du Nord, avec Mike Maignan dans les buts. Une ligne de 4, Théo Hernandez à gauche, Jules Koundé à droite, ou pas Mécano Saliba en défense centrale. Un double pivot Rabiot Chouameni. Et un quatuor offensif, Désiré Doué à gauche, Michael Olise à droite, Dembélé sous l'attaquant, Kylian Mbappé. On sait que Didier Deschamps peut varier, ne finit jamais une compétition comme il l'a commencé. La Coupe du Monde 2018, il commence avec Mbappé en neuf, ça finit avec Giroud et Mbappé est décalé sur l'aile. Ça finit avec un Matuidi sur le côté gauche. Ça finit, alors que c'était Tolisso qui avait commencé au milieu de terrain, et c'était un 4-3-3 avec vraiment deux purs ailiers. On sait qu'en 2022, pareil, ça a un petit peu changé aussi. On avait les remplacements de Griezmann à l'époque aussi, donc on sait que si ça fonctionne pas, ce 4-2-4,
Il a les choix, il a en plus un banc pour pouvoir modifier à sa guise Didier Deschamps, ça on le sait. Moi, ce qui m'inquiète sur cette équipe de France-là, c'est 2 choses. C'est le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon et de ce double pivot Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni qui avait tendance, contre la Côte d'Ivoire, sur certaines phases défensives, à laisser de la place entre les lignes, dans l'intervalle entre les 2 et se faire casser, se faire briser cette ligne-là dans la verticalité au milieu de terrain, c'est quand même, ça fait mal et ça met du danger tout de suite parce que ça expose tout de suite ta défense. On sait que ce Sénégal-là, pardon, va mettre énormément d'impact au mitard, qu'il y a des très, très bons joueurs au milieu de terrain, donc ça va être un très, très gros combat et le fait qu'ils soient déjà en infériorité numérique, alors à voir si, il y a des joueurs qui viennent compenser cette infériorité numérique au milieu de terrain que tu auras sur le papier au départ. Ça serait très curieux de voir ça. Donc c'est l'inquiétude, moi, c'est ce jeu sans ballon et ce milieu de terrain qui va devoir être très très costaud. On a l'incertitude William Saliba, mais lui s'est entraîné normalement sans gêne, donc il devrait être titulaire. On sait qu'il traîne des douleurs au dos depuis quelques mois. On a l'incertitude aussi sur le niveau de forme de Théo Hernandez, de Jules Koundé notamment, qui ne sortent pas de saison extraordinaire, qui l'ont eux-mêmes concédé plusieurs fois en interview et en conférence de presse. Et on a cette complémentarité Doué, Dembélé, Mbappé. Autant la complémentarité Olise-Mbappé, ça fonctionne très bien, autant la complémentarité Dembélé-Mbappé, sur les derniers matchs de prépa, ça fonctionnait pas vraiment, donc on verra comment ça va s'animer tout ça, mais il y a de l'argumentaire du côté des Bleus aussi pour faire mal et on sait que c'est une équipe qui individuellement, même si elle n'est pas forte collectivement, elle peut sortir du bois avec une accélération, une transition rapide, un dribble, une provocation. Donc voilà, ça va être un match costaud. Il fera chaud. Voilà, selon les prévisions, il fera tout de même entre 21 et 26 degrés, donc ça va. Il fera un peu chaud, mais ça va, surtout qu'il le joue à 15h, donc plein après-midi. Donc voilà, il y aura quand même la pause fraîcheur pour nous, pour nous faire chier, mais ça sera donc un gros match. Et le prono, et bien vous démerdez, vous mettez ça dans les commentaires, je vais mettre victoire de l'équipe de France de Buzyn. Je vais mettre les deux équipes marquent, quand même. Ça sera important, ça sera intéressant, et j'espère voir un très très bon match de foot. C'est le plus important. Voilà pour cette petite preview rapide de ce France-Sénégal. On va pouvoir passer au petit récap des matchs de la veille entre l'Espagne et le Cap-Vert notamment. C'était le match de lundi 18h, 0-0. Une Espagne extrêmement stérile. Une Espagne qui était un peu vibe 2018, qui a fini avec des statistiques, 74% de possession, 27 tirs, 0 but. Voilà, tout simplement, avec une composition où ils ont forcé, il y avait une grosse densité axiale de la part des Capverdiens et ça laissait un petit peu désert les ailes, les côtés, parce que forcément les Espagnols ne s'y engouffraient pas, parce que sur la compo de départ, tu pouvais pas. Gavi n'est pas un réel ailier gauche et franchement, il a eu un match compliqué. Ferran Torres a vraiment pas fait un bon match. En plus, il a raté l'immanquable avec cette barre transversale. Michael Oyarzabal, on en reparlera juste après, mais le match, il est quand même très très compliqué. Et globalement, on a retrouvé une Espagne qui est stérile, qui est inefficace, qui est un peu chiante parce que c'est mou, ça manque de changement de rythme. Mais il faut saluer l'abnégation et le courage des Capverdiens qui étaient vraiment défensivement un bloc hyper compact, hyper serré, qui laissait très peu d'espace, qui ont fait des efforts jusqu'au bout. Ils n'ont pas laissé beaucoup de marge d'erreur parce que ce genre de match, si tu fais une erreur, tu laisses un espace, tu laisses même un demi-espace, un intervalle ouvert, etc. Des joueurs de la qualité des Espagnols peuvent s'y engouffrer pour créer des occasions. Vozinha, forcément, le gardien capverdien, 40 ans, a fait le match de sa vie. Extraordinaire match, 7 arrêts. Franchement, ça, c'est les belles histoires de la Coupe du Monde. Ça, c'est les histoires qu'on adore. C'est exceptionnel. Donc, franchement, gros match. Gros match de Borges aussi. Diné Borges qui a fait un match monstrueux en défense centrale. Il était sur tous les ballons, sur toutes les interventions. Donc, franchement, même les offensifs capverdiens, c'est des matchs hyper compliqués parce que tu fais que courir dans le vide, tu touches pas une bille. Et c'était remarquable défensivement d'avoir ce bloc-là. C'est peut-être pas le football qu'on préfère, mais c'est un football qui est tellement millimétré que voilà. Après, tu profites un petit peu des fantômes espagnols à l'image de Michael Oyarzabal, qui a touché 0 ballon sur les 30 premières minutes de jeu. Voilà, c'est un record depuis 1966. Et surtout que là, on ne parle pas d'un joueur qui touche pas un ballon quand son équipe a 30% de possession. On parle d'un joueur qui n'a pas touché un ballon en 30 minutes quand son équipe avait 75% du ballon. C'est quand même aberrant. C'est pas un vrai neuf. Enfin, c'est pas un vrai neuf, si, c'est un neuf. Mais c'est pas suffisant pour l'Espagne. Offensivement, voilà, Lamine Yamal n'était pas là, enfin, était blessé d'un certain, donc ils l'ont fait rentrer en cours de jeu. On a senti que dès qu'il touchait le ballon, il amenait du danger. Ils l'ont bien fermé, les Capverdiens, mais tu sens que c'était lui qui pouvait faire la différence. Nico Williams, qui ne débute pas,
Moi, je trouve ça assez fou, parce que justement, c'est le genre de joueur qui, dès le début de rencontre, peut t'amener du danger, de la vitesse sur des transitions et cetera. Le choix de Gavi était quand même assez interroge pas mal. Maintenant, c'est une Espagne qui va ronronner, il y a rien d'alarmant. Une coupe du monde, ça se construit, ça se prend en rythme, ça monte en puissance. Il va falloir montrer un petit peu autre chose, notamment offensivement, avec plus d'efficacité surtout, c'est ça le plus important parce que cette Espagne-là n'a été, encore une fois, inefficace et on s'en souvient de 2018 notamment, où ils se font sortir par la Russie, mais même par le Maroc en 2022, en étant absolument inefficaces, en ayant juste le ballon, en étant très stérile. Hem C'est quand même assez compliqué. Depuis leur, dernier but à la coupe du monde contre le Japon en 2022, l'Espagne a tiré 49 fois au but et a fait plus de 2 500 passes, sans trouver la faille. La stat est terrifiante. 49 frappes, 2 500 passes sans marquer pour l'Espagne. C'est quand même assez fou. Les Capverdiens, quand je disais qu'ils ont été, courageux, mais ils ont quand même eu, ils ont concédé une seule faute sur toute la rencontre, alors qu'ils ont, même pas 30 du ballon. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la discipline qu'il faut avoir pour défendre aussi bien. Donc franchement remarquable. Mais voilà, toutes les stats contre les Espagnols, c'est assez fou et c'est un match qui, mine de rien, nous rappelle peut-être les ombres sœurs de la Roja, mais on verra ce qui va se passer par la suite. Belgique-Égypte, c'était beaucoup plus plaisant à regarder à 21h. Franchement, c'était très intéressant comme match. Ouverture du score rapide par Achour de l'Égypte, qui a été très très bon. Achour, vraiment très très bon joueur de ballon. On l'avait découvert à la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, personnellement, je l'avais découvert à la CAN. C'est un excellent joueur de percussion qui va très très vite. Techniquement, c'est très propre. Il a lâché une espèce de bastos plein axe pour tromper Thibaut Courtois et inscrire l'ouverture du score. Moi, j'ai trouvé cette Belgique assez friable et assez mise en danger facilement sur les transitions rapides. Même si un mec comme Nathan Ngoy va assez rapidement, assez vite, ils ont été assez mis en difficulté sur les transitions rapides égyptiennes qui ont manqué un petit peu aussi, pareil, d'efficacité pour prendre le lead. Mais toutes les deux équipes ont manqué d'efficacité pour pourquoi pas aller gagner ces matchs-là. Ça a été un match assez plaisant. J'ai pas du tout aimé le match d'Amadou Onana, franchement, il n'avait pas été excellent. Jérémy Doku a été assez brouillon aussi. Tu as des petites erreurs défensives aussi qui font un peu mal. J'ai trouvé Kevin De Bruyne plutôt en jambes. C'était un peu ma question de quel état physique il allait être pour cette Coupe du Monde-là. Il n'a pas été extraordinaire, mais il a été plutôt bon. Et puis devant, les Égyptiens, voilà, c'est une équipe qui sait défendre. C'est une équipe qui sait casser le rythme. Et ça, ça peut être très chiant parfois quand tu joues contre eux parce que voilà, gagner un peu de temps, etc., c'est assez compliqué. J'ai le chat qui miaule juste à côté, écoutez. Il écoute religieusement ce débrief. Mais voilà. Et puis le changement en gagnant de Rudy Garcia, Romelu Lukaku qui rentre, bon, il touche pas le ballon, mais ça marque, ça égalise. Et la Belgique va chercher ce point du match nul. Et ça nous laisse une poule assez ouverte quand on parlera tout à l'heure de ce tir en Nouvelle-Zélande. Mais pour cette Belgique-là, bah, voilà, il y a encore des choses à améliorer, de la sérénité à apporter, mais c'est bon pour cette Égypte également, qui va peut-être pouvoir passer, la phase de groupe en cas de victoire derrière parce que 4 points, ça assure quasiment le passage en 16e de finale. Arabie Saoudite, Uruguay derrière, match de minuit. J'ai plutôt bien aimé ce match-là, bonne entame des Uruguayens. Derrière, ils ont laissé l'Arabie Saoudite revenir, notamment sur la fin de première mi-temps et le dernier quart d'heure saoudien. Ils ont été, en furie et les Saoudiens, les Uruguayens ont pas vu le jour sur le dernier quart d'heure de la première période. C'est là où ils vont ouvrir le score. Voilà, sur cette fin de première période et derrière après, ça a été constamment de la défense pour les Saoudiens qui ont tenu bon, qui ont craqué et qui ont concédé l'égalisation, mais qui ont tenu bon ce point au moins du match nul grâce à un Louaïs, le portier saoudien qui a été extraordinaire à 34 ans. C'est dans la lignée des excellentes prestations des gardiens de but qu'on a depuis le début de cette Coupe du Monde. Vraiment magnifiquement solide. Il a fait plusieurs arrêts décisifs. Voilà, ça a été très intéressant. Moi, j'ai un point négatif sur cet Uruguay-là qui m'a quand même un petit peu rassuré dans le jeu, parce que j'avoue que j'étais pas du tout rassuré par l'Uruguay avant le début de cette Coupe du Monde. Je trouvais que voilà, même si c'était entre guillemets que l'Arabie Saoudite, il y a sur certains points, certains mouvements, certaines actions, c'est quand même un peu rassurant. Mais alors Darwin Nunez devant, je crois qu'il a touché, il y a combien de ballons touchés pour, Darwin Nunez sur ce match-là? Je sais pas, il a marqué 7 touches, mais il touche un ballon dans la surface, 7 ballons touchés. En 45 minutes, il est sorti à la mi-temps.
Sa première mi-temps, elle est affreuse. Le mec a pas joué depuis, c'est quoi? Depuis le 8 janvier, je crois, quelque chose ou 8 février, quelque chose comme ça, avec, son club saoudien d'Al Hilal, parce que Benzema est arrivé et qu'il est sorti de la liste et pourtant il est quand même là, il est quand même titulaire, donc j'avoue ça c'était un peu l'interrogation avant le match. Mais non, le niveau de Darwin Nunez là, c'est compliqué. Pourtant, je pense que peut-être que l'Uruguay peut essayer de tenter un nouveau numéro 9, un autre numéro 9 sur cette coupe du monde, parce que j'ai l'impression que Darwin Nunez est un peu cuit et c'est un point, qui mine de rien nous met tout ce groupe Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay à 1 point chacun. Il y aura un Arabie Saoudite, Cap-Vert et un Uruguay, Espagne pour la prochaine journée. Ça va être très, très intéressant et il y aura déjà des équipes sous pression, donc très, très curieux de voir ce qui va se passer par la suite. Dernier match rapidement de cette journée, c'est le Iran-Nouvelle-Zélande. Alors je m'attendais absolument à rien de ce match, parce que je ne connais très peu les 2 équipes, même pas du tout les 2 équipes et j'ai été surpris, c'est un des matchs qui m'a le plus plu depuis le début de cette coupe du monde, je pense. Vraiment le match était incroyable. Tu as 2 équipes qui n'avaient pas peur de jouer vers l'avant malgré les petites lacunes techniques que tu peux avoir et d'imprécision que tu peux avoir, mais pourtant, ça jouait vers l'avant, ça allait vers le but, ça prenait des initiatives. C'était super sympa à suivre franchement ce match-là. Je me suis le fait en replay ce matin. Parce que je me suis pas levé à 3 heures pour le regarder, je l'ai fait en replay et c'était très, très plaisant. J'ai passé un très bon moment devant ce match-là. On a senti les Iraniens un petit peu en dedans sur la première mi-temps et physiquement un petit peu compliqués. Alors je sais pas combien d'Iraniens précisément jouent dans le championnat iranien, parce qu'on sait qu'eux ne jouent plus depuis 4 mois avec le contexte actuel malheureusement en Iran. Donc forcément, tu arrives un petit peu hors de forme, même s'ils ont eu un stage de 3 semaines je crois en Turquie. Mais forcément, tu as pas de match, donc c'est compliqué de te mettre dans le rythme. Et on l'a senti, physiquement, ça a été compliqué. Ils ont laissé Chris Wood faire ce qu'il voulait sur toute la première mi-temps. Le premier but, pour ceux qui l'ont pas vu, Chris Wood il y a un long ballon aérien, forcément pur attaquant de pivot. Alors là, on est sur l'attaquant typique de pivot, grand, costaud. Il a le temps de contrôler poitrine, faire 2 tours sur lui-même, je vous jure que c'est vrai. De servir un mec, remise, il contrôle poitrine pour son partenaire dans la surface de réparation qui arrive, qui fusille. Et en parlant de son partenaire, Elliot Just, genre de Motherwell en Écosse, qui a été l'homme du match, auteur d'un doublé, très bon joueur, remuant, qui amène de la percussion et du danger. Donc très, très intéressant cette équipe néo-zélandaise. Franchement, collectivement, c'est 2 collectifs qui ont été très, très bons. Très intéressant, avec notamment ce latéral droit, Ramin Rezaeian, le latéral donc iranien, qui a été excellent aussi, un but, une passe D. Donc franchement, très, très bon match, très plaisant. Voilà, la Nouvelle-Zélande est le pire, au classement FIFA sur cette coupe du monde. C'est l'équipe qui est classée le moins bien sur cette coupe du monde au classement FIFA et franchement, ça s'est pas vu sur ce match-là. Voilà, on verra sur la suite de cette compétition, parce que l'Égypte et la Belgique, peut-être qu'il y a de la place pour aller faire un résultat, une petite surprise. Voilà, ils partent quand même pas favoris, mais pourquoi pas faire une petite surprise sur l'un de ces 2 matchs-là et d'aller chercher un 16e de finale qui serait historique pour ces 2 nations. Mais franchement, match très, très plaisant avec des belles découvertes sur certains joueurs. Donc on va suivre ça et puis on va continuer de se régaler. Voilà, la petite news pour terminer. Quand même, c'est le licenciement de Sabri Lamouchi. Ça y est, c'est déjà terminé après la branlée qu'après la Tunisie face à la Suède. On sait que c'est le bordel un peu en interne du côté de la fédération tunisienne. Eh bien, il sera remplacé par Hervé Renard. Le comeback d'Hervé Renard pour cette 2e journée. Licencié après un seul match de Coupe du Monde. Je sais pas si on a déjà vu ça. J'ai le souvenir de Lopetegui licencié juste avant la Coupe du Monde, 2 jours avant. Mais alors, après une journée, je n'ai pas souvenir qu'il soit arrivé un sélectionneur. On verra si ça apporte ses fruits pour la Tunisie. Mais c'est vrai que de ce qu'on a vu, c'est quand même assez compliqué. Et on verra par la suite. Voilà, c'était preview France-Sénégal. Régalez-vous. C'était le débrief de tous ces matchs-là. On a fait ça un peu vite parce que j'ai pas trop le temps. Mais on espère que ça vous a plu. On espère que vous suivrez ça. Vous pouvez vous abonner, liker, mettre votre prono en commentaire de ce France-Sénégal. Je vous souhaite à tous un très, très bon match. Une très belle rencontre. Prenez du plaisir. À demain. Ciao tout le monde.